Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors avec un z.com. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 113e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 3 avril, il est exactement 19h25 et nous allons parler aujourd'hui des ETF 26 Series qui font leur rentrée le week-end prochain à l'occasion du SPI West France Banque Populaire Grand Ouest dont ce sera la 45e édition. Nos 3 invités seront de la partie sur leur catamaran à foil. Ils sortent pour la plupart tout juste d'une journée d'entraînement du côté de l'ENV de Quiberon. La première est à la tête de l'équipage 100% féminin de Lady Team Pro. Elle est dans sa chambre d'étudiante de l'École nationale de voile. C'est Mathilde Giron. Salut Mathilde. Bonjour Axel. Le second est lui aussi dans sa chambre d'étudiant. Il s'apprête à attaquer sa 4e saison sur le circuit à la tête de l'équipage de Youth Foiling Team. Il s'agit de Charles d'Orange. Salut Charles. Hello, bonjour à tous. Et notre 3e invité vient tout juste de rentrer chez lui à Vannes. Et il skippera cette année l'équipage de Entreprise du Morbihan avec un sacré casting sur le bateau. Il nous en parlera. C'est Mathieu Salomon. Salut Mathieu. Bonjour Axel, bonjour à tous. Eh bien, avant de vous donner la parole, je vais faire une rapide présentation des ETF 26 Series. C'est un circuit donc sur les catamarans à foil de 26 pieds lancé en 2018 par Absolute Dreamer, la société de Jean-Pierre Dick, et repris au printemps 2022 par Anemo Sailing, une société dirigée par Pierre Picot que nous avions reçu dans Pause Report en septembre dernier. 11 bateaux ont été construits à ce jour, un 12e est attendu cette année et 9 équipes sont inscrites à l'édition 2023 des ETF 26 Series. 2 autres devraient arriver en cours de route. Les ETF 26 Series comprendront cette année 5 événements, le SPI West France Banque Populaire Grand Ouest ce week-end, le Raid Quiberon fin mai, la Foiling Week fin juin sur le lac de Garde, le Grand Pavois Foiling Event pendant le salon du même nom en septembre à La Rochelle pour finir en octobre avec une nouvelle épreuve en Espagne, le Grand Prix Foiling Mar Menor à côté de Murcie. L'an dernier, le circuit a été dominé par Team Pro avec à la barre Jean-Christophe Mourniac, auteur d'un quasi-grand chelem, puisque seule la dernière épreuve lui avait échappé, remportée par Entreprise du Morbihan de Mathieu Salomon. Et du coup, Mathieu, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment toi tu es arrivé sur ce circuit des ETF 26 Series? Est-ce que tu y as trouvé? Pourquoi être arrivé sur ce circuit? Ouais, moi je suis arrivé grâce à Jean-Pierre Dick sur les ETF Series. En fait, j'ai navigué une première saison avec Jean-Christophe Mourniac quand c'était le tout début. Il y avait le circuit de régate venait de se créer. Et ensuite, Jean-Pierre m'a demandé de reprendre un peu la gestion du projet qu'il avait sous les couleurs d'ABC Arbitrage et Ville de Nice, pardon. Que ça, c'était il y a 2 ans. À l'époque, on naviguait du coup avec Billy Besson et Valentin Belair. Et suite à ça, sa volonté de reprendre un peu, retourner à ses premiers amours, c'est-à-dire faire du large et la revente de l'activité à Anemo Sailing, Jean-Pierre m'a proposé de racheter le bateau. Et ce que j'ai fait, donc pour monter l'équipe l'année dernière, donc une année un peu de transition comme j'expliquais,
et comment voilà, on essaie de confirmer cette année avec d'arriver de nouveaux partenaires, une équipe solide qui qui a déjà fonctionné ensemble et voilà, d'essayer de pérenniser le projet pour aller chercher la performance. Bon, on va reparler de tes ambitions sur le circuit cette saison. Mathilde, toi, je crois que tu es arrivée l'année dernière sur le circuit au sein d'une équipe qui est déjà existante, c'est l'équipe Team Pro de Jean-Christophe Mourniac. Est-ce que tu peux nous raconter comment ce projet s'est monté et comment tu t'es entouré pour entrer sur ce circuit des ETF 26 Series? Et bah oui, l'Edit Team Pro, ça s'est monté suite à un peu un pari entre David, le boss de Proclim, et Laurent Simon, qui est dans l'association ETF, qui gère la série. Ils sont un peu tapés dans la main en disant allez chiche, l'année prochaine on fait un deuxième bateau, on fait un bateau rose et on fait un équipage 100% féminin. Et du coup David est parti à fond dans l'idée. Il a trouvé un bateau à racheter. Et il nous a proposé, autant dire, j'ai pas hésité 2 secondes, hein, c'est un projet super excitant. Pour moi, c'était un peu en plus dans la continuité après 3 saisons de DM24 de Tour de France et sur une série à super bon niveau. On s'est dit allez, challenge, on y va. Moi, j'adore découvrir de nouvelles choses, j'adore découvrir des nouveaux supports. Et là, c'était l'occasion. En plus, en volant, moi qui aime la vitesse, je me suis dit allez, on y va. Par contre, il a fallu tout monter, tout créer. On a eu la chance d'être avec les garçons. Du coup, ils nous ont aidé à monter le bateau le premier jour. Ils nous ont expliqué comment ça se passait. Et on a fait une séance photo. Et après, bing, c'était le SPI West France, la première série de régate à attaquer. Et après, par contre, malheureusement, ce sont quand même des séries en logistique qui prennent. On est plus proche d'un projet gros bateau classe 40 que d'un Diam, comme je disais, où au Diam on est autonome, on a le moteur, on peut rentrer dans le port, sortir du port. Là, ce sont quand même des équipes qui nécessitent de l'humain. À chaque fois, il faut le Zodiac pour nous sortir, les entrées de port, mettre les safrans, faut avoir 2 mètres sous l'eau. Et du coup, humainement, ça commence à être des plus grosses équipes, et on n'a pas eu la chance de pouvoir s'entraîner l'année dernière. On a vraiment fait que les régates. Et par contre, tu vois, cette année, on réattaque la saison avec une équipe un petit peu modifiée. On a juste remplacé Sophie Faguet par Marine Rioux. Donc, on reste avec Lou Mourniac, Lola Billy, Marine Rioux et moi. Sophie qui voulait se consacrer complètement au large et au Figaro cette saison. Et là, on est à l'entraînement depuis quelques jours pour attaquer le SPI West France. On essaye de caler Marine, parce que Marine, elle arrive du petit bateau. Marine, elle avait jamais trop vu un winch de sa vie, donc il y a un peu de boulot. La pauvre, elle était un peu perdue les premières naves, mais ça va bien se passer. Bon, on va reparler de vos équipages respectifs. On rappelle qu'effectivement, tu sortais de 3 années sous les couleurs de la boulangère en Diam et sur le Tour Voile. C'est pour ça que Laurent Simon et le patron de Team Pro ont fait appel à toi? Alors ça, par contre, j'ai pas l'envers du décor. Je ne sais pas te répondre à cette question. Bon, par contre, tu n'as pas hésité. Tu connaissais le circuit au moment où ils te l'ont proposé? Ouais, je connaissais le circuit. En fait, même pour tout dire, à la fin du SPI West France, du Tour de France à la voile, le deuxième qu'on a fait avec la boulangère, on avait organisé des petites naves en ETF. Jean-Pierre, il nous avait proposé. On avait emmené le boss de la boulangère naviguer, et à ce moment-là, on avait essayé le bateau, et je me suis dit ah ouais, ça a l'air quand même super chouette. Et j'avoue que ça m'avait donné envie d'en faire. Ouais. Charles, toi, comme je disais en préambule, tu disputes, je crois, ta 4e saison sur ce circuit ETF. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce circuit? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Raconte-nous un peu comment toi, tu as monté ton projet. Écoute, moi, un peu de la même façon que Mathieu, en fait, je suis arrivé au tout début des ETF Series. Et en fait, Jean-Pierre Dick, pour développer la classe, s'est dit qu'il fallait me rajouter un équipage jeune. Donc, j'ai eu l'opportunité d'être le skipper de cet équipage. Donc, on a créé une équipe, on a trouvé des partenaires, et
Et ce pôle de partenaires a grandi. À cette époque, moi j'étais encore étudiant, donc c'était compliqué de gérer les projets voiles et en même temps les études, mais ça se passait relativement bien. Et à la fin donc de mes études d'ingé, j'ai décidé d'acheter le bateau pour en devenir propriétaire, le bateau sur lequel je naviguais depuis le début. Et donc là, j'ai vraiment pris en main le projet. On a développé une équipe donc un peu plus, enfin, en essayant d'être le plus performant possible. Donc aujourd'hui, je m'entoure de Henri de Musmaker, c'est un Belge contre qui j'ai navigué beaucoup en catamaran jeune sur les circuits jeunes, donc en Accra 17, etc. En Accra 15 et donc super barreur. Voilà, lui prendra la barre cette année. Et sinon, je navigue aussi avec Arnaud Vasseur, qui est un super régleur aussi et qui connaît extrêmement bien l'ETF parce qu'il l'a développé au tout début. Donc en fait, on est une équipe là aujourd'hui qui a pas beaucoup d'expérience à nous trois sur le bateau, mais on commence à avoir un peu de budget et on a tous un background qui peut nous faire de belles choses cette année. Et qu'est-ce qui t'attire en particulier sur ce circuit? C'est le fait de foiler, c'est l'accessibilité financière, c'est le niveau sportif. Raconte-nous un peu ce que tu viens chercher sur un circuit comme ça. Ce circuit il est top parce qu'en fait on a des équipes internationales, donc le niveau est très élevé. Il y a par exemple Franck Camas qui navigue avec Mathieu Salomon. Il y a un équipage Ineos Z, un équipage anglais avec John Gimson et Anna Burnett qui sont allés au jeu en Accra. Donc le niveau est exceptionnel et il y a cet aspect aussi équipe. C'est-à-dire qu'on monte une petite écurie en fait, une petite écurie de course et je pense que c'est super enrichissant d'apprendre à gérer un projet comme ça avec pas mal d'intervenants, de navigants, de préparateurs, personnes qui s'occupent de la communication, etc. Donc moi je trouve, c'est un projet à mon échelle et aujourd'hui je suis très content d'être dans ce circuit et j'espère que la flotte va se développer pour attirer de plus en plus de monde. Mathieu, de ton côté, qu'est-ce qui te plaît sur ce circuit? Charles a bien résumé les avantages du circuit. C'est vrai que le niveau voilà, le moteur premier pour nous qui sommes compétiteurs. Après, tu parlais d'une histoire de budget. C'est vrai que pour des bateaux à foil, ça reste des budgets qui sont maîtrisés, raisonnables. Donc, ça permet de pouvoir faire un championnat avec du niveau sur un bateau qui est quand même technologiquement intéressant, qui atteint des vitesses plutôt élevées, parce le record, je crois que c'est même Charles qui l'a, 38 nœuds 4 du bateau. Donc, ouais, c'est toutes ces composantes-là. Après, c'est vrai que le fait que ce soit à taille humaine facilite aussi le fait de pouvoir s'inscrire sur ce type de bateau, quoi. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit de compétition qui en premier lieu m'a attiré sur le circuit. Et après, le fait qu'en fait ce soit des projets maîtrisés en termes de coûts. Ouais. Mathilde, toi, ton projet, c'est toi qui gère le budget, ou c'est Jean-Christophe Mauriac qui s'occupe des deux équipes? Comment vous répartissez les tâches au niveau de la gestion pure du projet? Non, au niveau du budget, c'est pas mal. Le sponsor est hyper impliqué, hein, nous, dans le projet, et c'est pas mal lui qui a la main sur le budget. On a une petite marge de manœuvre et nous, on se gère la logistique, le quotidien, et par contre, les gros achats, on lui demande et il nous dit oui ou non, quoi. On n'a pas carte blanche, on n'a pas sa carte bleue et c'est la carte blanche, c'est pas du tout ça l'idée. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu quel est un peu le budget pour vous sur une année, sur le circuit complet, sur la saison, ça revient à combien, le budget en ETF 26 Series? Je saurais même pas te répondre exactement. On va demander à Mathieu. Beaucoup de choses, donc j'ai peur de te dire des bêtises. On va demander à Mathieu et à Charles. Charles, pour toi, un budget sur une saison, ça revient à combien?
Nous, en fait, on est encore un projet jeune, amateur, donc on se rémunère pas sur le projet. Ça enlève quand même une grosse partie du budget, la masse salariale. Mais donc, en fait, on est aux alentours de 70-80 000 euros pour la saison. D'accord. Avec un bateau que tu as acheté à quel prix? Avec un amortissement du bateau sur 4 ans. Et le bateau en lui-même, quand tu l'avais acheté à combien? Je l'avais acheté à 50 000 euros, ouais. D'accord. En Et fait, toi, au moment ouais, où vas-y. c'était pas forcément très très cher les ETF. Donc voilà. Mathieu, de ton côté, toi, c'est un projet un petit peu plus professionnel, j'imagine. Ouais, c'est quoi un budget sur une saison? Ben, nous, on fonctionne, enfin, l'objectif d'une enveloppe, c'est 120 000 euros hors taxe, pour pouvoir fonctionner d'une très bonne manière. Après, l'objectif, ouais, d'atteindre les 150 000, c'est vraiment très confortable pour pouvoir avoir vraiment développé un peu la technique et prendre le temps de s'entraîner, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, dans ces projets un peu professionnels, c'est un peu paradoxal, mais des fois, ça ne nous permet pas de nous entraîner autant qu'on voudrait. Donc voilà, les budgets, c'est compris pour les équipes pro entre 120 et 150, quoi. D'accord. Et toi, tu as réuni un pool de partenaires. Qui sont les partenaires qui te soutiennent? Ouais, moi j'ai trouvé, donc j'ai mes partenaires, j'ai un partenaire historique qui m'y suit depuis le tout début, quand je naviguais avec Quentin, avant le Tour de France à la voile même. Donc Quentin Delapierre, on précise. Quentin Delapierre, oui, pardon. Du coup, qui est le groupe Carexo Van Utilitaire en fait, hein, qui eux donc me suivent depuis une dizaine d'années. En fait, ils ont pris part à l'aventure l'année dernière, à côté de Ultimate Fishing, qui est un partenaire du bateau historique du bateau qui était avec Jean-Pierre en fait, et qui ont suivi le fait que moi je reprenne le flambeau, donc sont restés affichés sur le TF26. Et cette année, oui, j'ai réuni 4 nouveaux partenaires qui sont donc le bateau s'appelle Entreprise du Morbihan, c'est pas pour rien, c'est parce que le partenaire que j'ai réuni est essentiellement du bassin Vantais ou morbihanais avec Ultimate Fishing qui est de Belle-Île, mais on a trouvé des partenaires super motivés par le projet. Donc cette année qui prennent pour la première fois part dans un projet voile, et qui plus est dans un projet à foil. Donc c'est top, il y a une dynamique qui s'est créée qui est super intéressante, puisqu'en plus ils se connaissent tous et ils font tous du business plus ou moins ensemble. Donc ça fait un pool de partenaires très dynamique et très enjoué. Donc je suis super content de leur faire découvrir le bateau, la série et l'équipe, hein, parce qu'on a une super équipe aussi. Donc ouais, ça va être une belle saison, je pense, cette année. Et est-ce que c'est un circuit qui plaît aux partenaires? Les contreparties sont intéressantes pour un partenaire? Ouais, en fait, ce qu'on vend beaucoup et ce qui plaît beaucoup aux partenaires, c'est le fait de pouvoir naviguer à bord. C'est qu'on organise des sessions des RP, en fait, hein, donc des journées dédiées aux partenaires où on fait naviguer soit leurs clients, leurs fournisseurs, leurs salariés, s'ils veulent axer leur communication sur de l'interne. Donc, c'est vrai que ça, c'est peu de bateaux, mis à part les gros bateaux comme les classes 40 ou les bateaux de course au large, peuvent offrir ça. Et encore moins sur les bateaux à foil. Donc là, on peut faire voler en toute sécurité des partenaires ou des clients, des partenaires à bord des bateaux à plus de 30 nœuds. Donc imaginez la tête des partenaires quand ils sortent d'une session de 20 minutes de navigation à plus de 30 nœuds. Ils cherchent le crayon pour signer en bas du contrat de partenariat. Charles, c'est la même chose pour toi, que quand ils sortent d'une navigation à peu de 30 nœuds, avec ton record à 38,4, tu n'avais pas de partenaire à bord? Justement, si c'était à Pornichet, il y avait un partenaire à bord. On était au reaching à 4 sur le bateau, donc 3 navigants plus le partenaire, avec un riz dans la GV, et on a fait 38 nœuds 4 à ce moment-là. Donc le partenaire en fait a le record de toute la classe ETF. Non, mais globalement, ouais, on fait pas mal de sorties en mer pour nos partenaires. C'est top. Et puis il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que les partenaires peuvent avoir accès aux régates aussi, peuvent venir voir les courses sur l'eau et suivre vraiment ça de très près, ce qu'il n'y a pas forcément en course au large. Enfin, une fois que les skippers sont partis au large, et bien après on suit la carte eau, alors que là les partenaires peuvent voir des départs avec pas mal de contacts entre les bateaux et tout, donc c'est intéressant.
Mathilde, toi, tu as découvert ce bateau l'année dernière. Est-ce que c'est un bateau surprenant? Est-ce que les Sansaga, raconte-nous un peu comment on découvre un tel support. C'est un catamaran de 26 pieds à foil. Ouais, c'est un support surprenant effectivement, hein, comme disaient Mathieu et Charles, c'est vrai que les partenaires parfois ils sortent après un petit run avec nous, ils te disent que c'est la plus belle journée de leur vie. Et certains c'est gagné quoi, t'es trop heureux de l'avoir fait. Et nous ils viennent à chaque régate nous voir. Ils louent des semi-rigides et ils sont hyper présents. Et après pour essayer de dompter ce support là, c'est vrai qu'au début tu fais tes premières naves, ça vole, t'es trop content, ça va à 20 nœuds, 25 nœuds. 28 nœuds, et quand tu commences à atteindre les 30 nœuds, tu dis wow, ça s'arrête quand? Et non, faut être vraiment très concentré. Après, on était pas mal en autonomie au final parce qu'il y avait Team Pro d'un côté et nous on était de l'autre, mais on n'avait pas de coach, on n'avait personne, donc on a vraiment tout un peu appris, qui nous a aidé au début, mais après on a appris par nous-mêmes et c'est erreurs, ça marche pas, ok, ça faut faire, faut pas faire. On a un peu appris toute seule, mais sont des sensations de dingue, quoi. Et c'est quoi le fonctionnement à bord? Raconte-nous un peu qui fait quoi à bord de votre bateau, l'Eddy Team Pro. Nous, en fait, c'est une jauge de poids. Donc, pour rentrer dans sa jauge de poids à 3, ça passait pas. Du coup, on a 4, donc une de plus que les garçons. Du coup, de l'avant à l'arrière, on a Lou Mournia qui gère les règles beaucoup en navigation. Donc, voler le bateau plus ou moins haut, le nez en l'air ou non. Il y a Lola Billy qui est plus sur les foils. Toutes les deux, elles ont aussi les réglages autour du mât, le cuni, la rode de mât. Après, on a Marine, du coup, qui est à côté de moi. Elle est à côté de son winch. Et donc, sur son winch, il y a soit sa grande voile, soit son code 0, la voile de portant. Donc, elle régule beaucoup. C'est elle qui fait marcher le bateau. Et moi, derrière, il me reste la barre, le chariot et un peu des bouts pendant les manœuvres. Mais et voilà. Bon, et qui s'occupe de la stratégie, de la tactique? C'est toi? On avait dit que vu que les petites devant, elles étaient assez libérées en ligne droite, tu vois. Je dis les petites parce qu'elles ont des petits gabarits, c'est pour ça, par rapport à nous derrière. Donc c'est Lou qui faisait beaucoup, pas mal les lines et les stratégies un peu plus à grande échelle. Et quand ça se rapproche, au contact rapproché, c'est moi qui prends les décisions. Ça va. Mais l'adrénaline de la bouée sous le vent, elle est excellente et j'adore ça. Mais par contre, tout va tellement vite que c'est moi qui prends la décision et parfois une demi-seconde, ça peut changer. Mathieu, comment vous fonctionnez à 3 à bord avec un petit nouveau en multicoque qui s'appelle Franck Camas, je crois que c'est ça? Ouais. Avec Franck, ouais. Franck, il avait déjà fait deux étapes l'année dernière avec nous et ça lui a tellement plu que il m'a demandé ce qu'on avait prévu pour 2023. Donc avec plaisir, on l'embarque cette année, c'est top. Donc nous, voilà, Franck à la barre, Valentin à la GV et au réglage de Genac. Valentin Bellet, on précise, ancien Valentin Bellet, pardon, oui, je précise pas, mais oui, c'est vrai que c'était un de mes concurrents d'ailleurs de petits bateaux quand on commençait la voile jusque à l'époque du Tour de France à la voile, et maintenant depuis on navigue ensemble sur le même bateau. Et on s'est bien trouvé, c'est une super complémentarité, donc c'est top. Et moi je suis devant, donc réglage de rec, et puis voilà, un peu de ce qu'expliquait Mathilde, donc ce qui se passe autour du pied du mât, du foc, des manœuvres devant, un peu de beaucoup d'infos pour les gars derrière, parce que c'est vrai que nous devant on est assez libérés, on voit pas mal de choses, donc ce qu'on peut donner comme info sur la tactique, stratégie, placement, comparatif, voilà, j'essaie de parler au maximum. Mais voilà, donc ça échange pas mal à bord, nous on discute beaucoup et on a trouvé un bon fonctionnement là en fin d'année notamment là, donc on est plutôt content. Charles, comment sont les sensations pour toi? Ça fait donc 4 ans que tu navigues sur ce bateau. Est-ce que c'est une plateforme finalement idéale pour apprendre à foiler pour des équipages comme les vôtres? Ou comment tu vois les choses? Ouais, les bateaux sont top. En fait, on peut toucher à pas mal de réglages. On peut jouer sur la profondeur du foil, et puis le rec, c'est-à-dire l'incidence du foil dans l'eau. Donc en fait, ça amène pas mal de réglages fins. Et en fait, ce bateau, il a la particularité d'avoir un mât assez haut par rapport à la largeur de la plateforme. Donc l'équilibre latéral de la plateforme est super intéressant. Et nous, en tant qu'athlètes, on développe pas mal de sensations
On essaye de faire super attention à l'assiette latérale pour toujours avoir une coque qui ne touche pas l'eau dans les petits airs, tout le temps être à plat dans les conditions assez fortes. Donc c'est un super bateau pour apprendre et développer ses sensations. Et c'est un bateau physique? C'est un bateau qui est assez physique pour le régleur. Mais enfin pour le barreur ça va. Pour le numéro 1 tacticien, en fait c'est pas hyper physique, mais il faut juste trouver le bon moment. C'est-à-dire il y a toujours un moment creux dans les manœuvres où on peut faire tomber une dérive, enfin un foil dans l'eau et sans que ce soit trop dur. Donc c'est plus un bateau, il faut être très réactif, mais c'est pas forcément le physique qui compte. Tu le disais tout à l'heure, c'est un circuit qui est assez international, hein. Je crois que cette année, sur la dizaine d'équipes qui va participer au circuit, plus de la moitié sont étrangères. Comment tu l'expliques? C'est un espèce d'appel d'air lié à la Coupe de l'Amérique, à CLJP, ou c'est dès l'origine un circuit qui a été un peu international? En fait, je pense que la Coupe d'Amérique, ça aide beaucoup. Mais en fait, ce qui est top, c'est que là, je crois que cette année, on a la parité en homme-femme dans le circuit, donc c'est top d'arriver enfin à ça. Juste te coupe 2 secondes, qu'est-ce que tu veux dire par la parité homme-femme? C'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes sur le circuit. D'accord, ouais. Et donc ça c'est top. En fait, les équipes Youth et Women America, enfin pour la prochaine Coupe d'Amérique, ont choisi aussi ce support pour s'entraîner, pour préparer la Coupe d'Amérique qui se déroulera en 2024. Donc notamment les Anglais, les Anglaises, Athena Passway et puis les Neo-Z. Donc ouais, c'est un sport super intéressant. Il y a de plus en plus d'équipes qui s'impliquent. Donc voilà, c'est top. Mathilde, après une première saison de découverte et d'apprentissage sur ce support, quelles vont être un petit peu les ambitions de l'équipe Lady Team Pro cette saison en 2023? Nous déjà, la première mission, c'est de progresser à chaque nav, d'être meilleur au quotidien. Après, tu as vu les noms sur le circuit, il y a un niveau de dingue quand même. Donc on va essayer de faire des petits coups d'éclat. Écoute, on va faire du mieux qu'on peut et on espère, on va voir. Ouais, il y a d'autres équipages féminins, hein. Il y a notamment l'équipage néo-zélandais de Liv McKay qui est issu de l'équipe néo-zélandaise de la Coupe et monté notamment par Peter Burling et Blair Tuke. Est-ce qu'il y a un petit challenge féminin à l'intérieur du... Ouais, il y a un petit challenge féminin. Par contre, tu vois, l'année dernière, il y avait les Danoises et les Néo-Z, mais elles sont pas en 100% féminin. Elles avaient Jason à bord. Les Danois, ils avaient 1 ou 2 hommes à bord aussi. Donc, tu vois, je sais pas si on peut vraiment complètement comparer, quoi. Ouais, et il y a un équipage aussi féminin anglais, hein, c'est ça? Anglais, pareil, ils avaient un homme à bord à La Rochelle quand ils sont venus, ouais. D'accord. Comment vous êtes préparé cette saison? Vous avez eu le temps de naviguer un peu en amont? Raconte-nous un petit peu cette préparation, même si elle a été courte. Ouais, on a fait juste 2 petites sessions d'entraînement parce que ça nécessite que nous 4 soyons dispo, ce qui était pas si simple avec les plannings de chacune, plus un zodiaque, quelqu'un dans le zodiaque, et ça rajoute. Ouais, donc on a fait juste 2 fois 2 jours, quoi. D'accord. Bon, donc vous Avant arrivez. d'attaquer cette semaine-là, donc là, on de lundi à mercredi à jeudi entraînement et on attaque vendredi la régate là. Et là, vous vous entraînez en flotte? Vous êtes plusieurs bateaux? Non, là, on s'est entraîné aujourd'hui. Les mises à l'eau de chacun ont été un peu décalées. Il y en a qui ont mis à l'eau hier, d'autres avant-hier. Mathieu ce matin, nous cet après-midi, on allait directement naviguer. Ceux de ce matin étaient déjà rentrés, donc on n'a pas réussi à se caler. Mais j'espère que demain après-demain, on va réussir un peu à se caler. Ouais. Mathieu, au regard du plateau cette année, quelles vont être un peu les ambitions de ton équipage? L'année dernière, comme je disais tout à l'heure, Team Pro a fait main basse quasiment sur le circuit. Est-ce que ça va être d'aller les détrôner? Quel est un peu l'objectif pour vous? Ouais, clairement, c'est de gagner la saison, sans se cacher. Franchement, on est là pour gagner. Moi, j'ai mis en œuvre cet hiver tout en œuvre pour avoir un bateau compétitif
avec voilà le fait d'avoir des partenaires, bah ça permet d'acheter des voiles, ça permet de voilà de pouvoir faire le suivi d'entretien du bateau, etc. Donc ouais, l'objectif il est clair et affiché, c'est d'aller remporter les ETF Series cette année. Ouais, qu'est-ce qui faisait la supériorité de Team Pro la saison dernière, selon toi? Ben, je pense qu'ils se connaissaient déjà pas mal. Ils ont beaucoup navigué ensemble. Moi, c'était un peu enfin, par rapport aux autres équipes, voilà, ils avaient un vécu un peu supérieur à nous, un projet plus abouti, beaucoup plus de budget, hein, puisqu'ils avaient vraiment un budget complet, quoi, en fait. Hein. Donc, ce qui permettait d'avoir fait aussi des petites optimisations techniques de leur côté. Donc voilà. Je pense que là, la flotte va être plus homogène cette année et à mon avis, ça va batailler dur pour aller gagner la régate. Ouais. Les bateaux, ils sont strictement monotypes? Ouais, ouais. Et c'est pour ça cette année, il y a c'est vrai que les bateaux, bon, bah, historiquement, il y a comme la série se créait, on a eu du mal enfin, en tout cas, on avait peu d'infos sur l'état des bateaux et les jauges, les différentes réparations qu'il y avait pu y avoir d'un côté ou de l'autre. Et donc là, l'idée avec la classe, c'est d'uniformiser parfaitement les bateaux. Donc pour ça, on a mis en place des contrôles de jauge dès l'année dernière. Et on a continué puisqu'on avait une session de jauge la semaine dernière, de peser des bateaux, de mesure des appendices etc., de contrôle des appendices. Donc voilà, histoire d'avoir une flotte la plus homogène possible et d'arriver sur une stricte monotypie, ce qui est quasi le cas. Donc cette année. Et donc c'est top. Je pense que de toute façon, ce bateau, il a tout intérêt à être strictement monotype. Charles, de votre côté, est-ce que vous avez eu le temps un peu de préparer cette saison et quels vont être un peu les objectifs? Vous avez fait quelques podiums l'année dernière. J'imagine que vous aussi, les objectifs sont assez élevés. Ouais, l'année dernière, on termine deuxième de la saison derrière Team Pro, donc on était super content du résultat, mais c'est vrai que on est toujours les poulies d'or du circuit et notre objectif c'est d'aller chercher la victoire cette année. En fait, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup navigué tous les trois là avec Henri et Arnaud, mais on a tous les trois pas mal d'expérience, donc je pense que ça va venir vite et j'espère qu'on va réussir à monter en niveau tout au long de la saison pour remporter le circuit. Ouais. Bon, quel est le format des régates sur le Speed West France qui va démarrer vendredi? En fait, on va avoir des parcours stadium. C'est des parcours type America's Cup, c'est-à-dire un départ au reaching, une porte au vent, une porte sous le vent. Donc, c'est-à-dire qu'on fait 2 tours assez rapidement. Les manches durent 20 minutes en moyenne, 15-20 minutes. C'est assez rapide. Voilà. Et ça va être que ça pendant tout le week-end, pendant tout le week-end du Speed West France? Non, je pense qu'on va aussi faire un parcours côtier. Alors, on n'a pas eu toutes les infos par rapport à ça, mais en général, pendant le Speed West, on fait un petit parcours côtier de 30 000, je pense. Et donc, voilà, au total, on doit avoir un objectif de 8 dimanches et un parcours côtier qui compte en plus dans le classement général. Mathilde Mathieu, le Speed West France, pour les régatiers que vous êtes, c'est un passage obligé, c'est toujours une date que vous cochez sur vos agendas. On va commencer par toi, Mathilde. Moi, c'est une régate que j'adore, le Clermont Speed West France, parce que c'est un très bel événement nautique déjà, et on retrouve un peu tous les copains qu'on connaît depuis l'Optimiste quasiment sur plein de séries différentes. Donc j'adore le matin où tu recroises plein de têtes que tu n'as pas vues depuis longtemps. C'est génial et les partenaires sont là, ils peuvent voir le bateau et non, c'est une régate super sympa. Ouais. Mathieu, j'imagine c'est la même chose. Tu as dû en faire un paquet, toi aussi, de Speed West France. Ouais, j'étais en train de réfléchir à combien j'en avais fait, je sais même pas. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je suis tous les ans sur cette régate. Comme je disais avant,
que ce soit en habitable ou en diam ou sur ces bateaux-là. Donc ouais, non, franchement, c'est une super régate. Plus c'est à la maison, donc c'est top d'y être. Et d'ailleurs, on remercie l'orga du SPI parce que c'est vrai que ces bateaux-là n'avaient pas forcément vocation à intégrer un événement comme le SPI Ouest France. On est des multicoques, pas dans l'ADN premier du SPI West, et en fait, on se rend compte que bah ils ont carrément leur place en fait dans cet événement. Donc merci de nous accueillir sur ce bel événement du SPI West France. Bon, on va parler maintenant un petit peu de vos autres projets respectifs. Vous ne naviguez pas que en ETF 26 toute la saison. On va continuer avec toi, Mathilde. Je crois que sitôt justement le SPI West France terminé, tu vas rester du côté de Quiberon pour participer aux sélections de l'équipage féminin du Défi Orient Express Team. C'est bien ça? C'est ça, l'ONV, c'est un peu ma deuxième maison en ce moment, ça c'est sûr. Oui, ça va enchaîner juste derrière avec un stage de 4 jours pour les sélections de la coupe. Et voilà. Ensuite, pour la saison, je vais faire beaucoup de WASP aussi, comme coureur et aussi comme entraîneur, parce que je me suis réinscrit en formation cette année. Ça fait très bizarre de retourner à une vie étudiante, mais je me suis inscrite au DEJEPS à l'ENV. Et du coup, dans ce cadre, on a un projet d'action à mener de A à Z. Et moi, je l'ai fait sur le WASP. Et mon sujet, c'était la création d'une formation pour les entraîneurs en WASP, parce que le volant, faut y aller. On est plutôt pas en avance par rapport aux autres nations. Donc, j'essaye de mettre ma pierre à l'édifice pour construire un peu en France. Pour structurer. On a l'Européen à Quiberon mi-juillet. Donc, ça va être un très bel événement. On attend presque 200 bateaux. Et du coup, je vais coacher les jeunes aussi. Avec le NV, ils ont 6 bateaux. Et avec la Ligue de Bretagne, ils ont débloqué un petit budget pour, comme série innovante, promouvoir cette série et mettre à disposition à tarif préférentiel des bateaux aux jeunes et leur permettre de faire les régates de la saison. Moi, dans le cadre de mon DE, j'ai beaucoup d'heures sur l'eau à valider comme coach sur le Zodiac. Donc, je vais les suivre sur le Grand Prix de l'École Navale et sur d'autres actions. Donc ça va me prendre pas mal de temps, et je vais donc donc ETF, WASP pour résumer, du coaching et peut-être quelques one shot sur du gros bateau, mais voilà. Bon, donc tu vas être quand même bien occupée. Oui. Donc sur l'Européen, tu vas être à la fois coach et coureuse? L'Européen, non. Par contre, l'Européen, j'ai demandé à le faire comme quoi. Oui, on est quand même compétiteur premier, donc c'est un événement qui est à la maison. Ça va être un très très belle épreuve. T'as pas envie de la rater, quoi. Et puis après, pour la suite, on verra les sélections de la coupe, ce que ça dit, quoi. Ouais, justement, comment ça va se passer ces sélections? Tu sais un peu ce qui vous attend? Je crois que vous êtes 16 candidates ou un peu plus près, une petite vingtaine de candidates pour 8 places, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, franchement, on n'a pas beaucoup d'infos, à part qu'on va avoir de la navigation, un peu des tests de sport, et il faut qu'on prenne de quoi prendre des notes. Donc, j'imagine des entretiens, mais non, j'ai pas d'infos. Et je crois que si tu peux demander à Charles, il est mieux placé que moi, mais je suis pas sûre qu'il a envie de répondre. On va lui en parler. Juste un petit mot pour finir sur ce sujet, Mathilde. Pour toi, c'est quand même une grosse opportunité d'aller toucher cette compétition qui, jusqu'ici, était quand même peu ouverte aux femmes. Oh oui. T'imagines, ça va être la première fois dans l'histoire dans l'histoire de la coupe, que les femmes rentrent, les jeunes rentrent. C'est juste une opportunité incroyable. T'as envie de la saisir, ça c'est sûr. Moi j'ai coché la case Jeux Olympiques dans ma vie, j'ai adoré ça. Si je peux cocher la case coupe, je vais essayer de tout faire pour cocher la case coupe d'ailleurs, et donner à fond après pour représenter ton pays. Et j'adore la vitesse, j'adore l'adrénaline, tu vois. Ça va être juste une expérience incroyable. Bon, est-ce qu'il va y avoir un peu de stress du coup, au moment d'arriver à ces sélections? Il y a quand même des enjeux importants, parce que si jamais, par bonheur pour toi, tu es prise, ça va peut-être t'occuper un peu plus que tu ne le pensais?
Oui, ça va m'occuper. Après, j'ai pas forcément validé beaucoup de choses pour l'année d'après. Donc, s'il faut se rendre dispo, je me rendrai dispo. Il y a aucun problème. Et après, non, je mets pas plus de pression que ça. Et on verra bien. Je sais pas trop à quelle sauce on va être mangé. Par contre, oui, je vais essayer de tout faire pour y être. Bon, et ben justement, on va en parler à Charles. Charles, toi, tu es aussi impliqué sur ce projet Orient Express Team, hein, puisque tu as été nommé responsable technique et des partenariats pour Team France, à qui le défi Orient Express Team a délégué les équipes jeunes et féminines en vue de la Youth and Women's America's Cup. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton rôle et est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus à Mathilde sur ce qui l'attend la semaine prochaine du côté de Quiberon? Ouais, bah alors en fait moi j'ai toujours été passionné par la Coupe d'Amérique et donc j'ai voulu au tout début faire partie du projet en tant que navigant, sauf que il y a un âge limite pour participer à la Coupe d'Amérique jeune, donc je me suis retrouvé un peu bloqué. Mais j'ai eu cette opportunité de rentrer dans l'équipe d'une autre manière qui est tout aussi intéressante. C'est-à-dire que en fait, je m'occupe de la justement de ces sélections pour les jeunes, pour les femmes. On travaille actuellement avec la fédération pour mener à bien ces sélections. Et donc là pour ces sélections, on garde encore secret tous ces ateliers durant ces sélections, mais ils vont très vite le savoir. Et je pense qu'on a travaillé dur ces derniers mois pour organiser ça de la meilleure des façons, de la manière la plus fair possible. Donc voilà, on a hâte que ça arrive. Il va y avoir du beau monde, beaucoup de candidats, 20 jeunes qui vont être présents à cette sélection, 20 femmes, le tout sur 8 jours. Donc nous on va avoir beaucoup de travail pour réussir à étudier tous les profils, à aller voir naviguer sur les bateaux. On va essayer de mêler un petit peu tous les tests possibles. Donc voilà, ça va être super intéressant. J'ai hâte d'y être. Et on connaîtra quand les heureux et les heureuses élus? Ça c'est en fait on va je pense j'ai pas encore la date exacte, mais ça va suivre très rapidement derrière les sélections. Je pense que il va y avoir donc ces sélections, la semaine olympique française, et dans la foulée il y aura tous les résultats, les 8 sélectionnés seront contactés, mais aussi toutes les personnes qui ont candidaté aux sélections seront contactées, et on leur expliquera pourquoi ça n'a pas marché, parce que voilà. Bon, et on attend de l'AC40, le premier AC40 français qui arrivera à Barcelone aux alentours de l'été. Est-ce que du coup on pourrait retrouver les équipages féminins et jeunes sur un circuit comme les ETF 26 Series cette année, ou sur d'autres circuits de ce type? Ouais. Alors on a travaillé sur un petit programme pour le moment qui a été établi par Team France et Catch Challenge. Donc l'objectif c'est d'emmener derrière les 8 sélectionnés à la Foiling Week en ETF 26 qui se déroulera au mois de fin juin début juillet. Et pour les jeunes, donc pour le moment ils participeront à l'étape de Kingston au Canada en 69F. Et il y a aussi le Grand Prix de la Grande Motte auquel on essaierait d'avoir un équipage français, un équipage Team France, Orient Express. Donc voilà, il y a les deux supports qui se dessinent pour la préparation des jeunes et des femmes, c'est le 69F et le TF26. D'accord, donc tu parlais de l'équipage qui sera à la Foiling Week, ce sera un équipage féminin alors? Ouais, un équipage féminin pour la Foiling Week.
Pour finir sur ce sujet, Charles, tu as d'autres rôles dans cette équipe. C'est déjà un rôle important, mais comment va évoluer ton rôle après? Tu vas continuer à t'occuper de ces deux équipes? Oui. Alors là aujourd'hui, mon rôle c'est vraiment de l'opérationnel, c'est organiser toutes ces sélections, monter le staff, réfléchir aux ateliers, etc. Et puis réfléchir au planning. Enfin voilà, c'est vraiment une gestion de projet, comme je fais depuis plusieurs années sur mon petit projet ETF26, mais à plus grande échelle, avec beaucoup d'intervenants. Mais derrière mon stage, c'est aussi un stage ingénieur, donc je vais avoir un rôle plus sur la partie technique et je pense que je vais un petit peu suivre tout ce qui va se passer au niveau du simulateur de la C40 et le suivi de la prise en main de la C40 qui va arriver assez vite dans l'année. Donc il va y avoir beaucoup de choses super intéressantes dans ce stage. Moi, tu es dans le cadre de ton stage d'un stage de fin d'études, du coup? Oui, c'est un stage de fin d'études d'ingénieur, ouais. Mathieu, de ton côté, quels sont les autres projets? J'imagine que tu vas ne pas faire que de l'ETF26 cette saison. Est-ce que tu as d'autres navigations en vue sur d'autres supports? Ouais, moi je navigue aussi sur des gros bateaux, les gros monocoques là dans le Méditerranée. Et puis il y avait aussi l'Ocean 50. Alors bon, là, c'est vrai que le circuit est un peu on sait pas trop encore comment ça va se dessiner parce que ça a un peu été modifié dernièrement. Mais voilà, c'est vrai que ça me prenait pas mal de temps. En plus cette année avec comme il y a plus de partenaires sur le projet, ça va être un peu plus chronophage pour moi le TF26, ce qui est bien parce que c'est quelque chose qui me plaît aussi, la gestion de projet. Donc non, je vais avoir une année aussi bien remplie sur l'eau et à terre. Donc ouais, ça s'annonce intense. Quand tu entends Mathilde et Charles parler de coupe, est-ce que toi, la coupe, ça te fait rêver? Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur quelqu'un que tu connais bien, avec qui tu as fait beaucoup de kata, notamment sur le tour voile, Quentin, qui est le skipper d'Orient Express Team. Qu'est-ce que t'inspire un peu sa trajectoire? Ouais, c'est sûr que ça fait rêver, hein. Moi, c'est clair que c'est un de mes rêves, hein. Clairement, après, voilà, c'est vrai que Quentin, moi, je l'ai de temps en temps, même assez souvent par message. Et c'est une superbe opportunité pour lui. Il le mérite amplement. Il a prouvé qu'il savait là où il voulait aller, de par son investissement sur une courte durée, dans un premier temps en olympisme et après l'arrivée sur cette GP. Donc non, ça me surprend pas du tout parce que je connais ses qualités, que ce soit sur l'eau, surtout sur l'eau, mais aussi ses qualités mentales, et je sais la détermination qu'il peut avoir dans tous les projets qu'il entreprend. Donc c'est sûr que je suis pas du tout surpris de le voir aujourd'hui remporter des grands prix sur cette GP et devenir skipper du projet français. Eh bien, très bien, ça sera le mot de la fin. On va libérer Mathilde et Charles parce que la cantine de l'ENV va fermer et s'ils ne vont pas avoir leur repas chaud. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de participer à cet épisode de Pause Report. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 114e épisode. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!